Une tempête silencieuse et massive est sur le point d'éclater au Moyen-Orient. Les États-Unis veulent maintenant changer complètement l'équation de la crise iranienne. L'attention s'est déplacée vers le détroit d'Ormuz. Des navires de guerre amphibies de nouvelle génération, des marines d'élite lourdement blindées, des bombardiers stratégiques furtifs, ils ont tous pris la mer et approchent avec une détermination inébranlable. Vous serez stupéfait lorsque vous découvrirez ce que cette armada militaire sans précédent fera dans la région et comment elle bouleversera l'équilibre des pouvoirs. Car ils ne se sont pas contentés de délivrer un message diplomatique ou de mener des patrouilles, ils ont également pour mission de débloquer le détroit d'Ormuz. Les navires poseurs de mines iraniens, les petites embarcations et les rampes de lancement de missiles et de drones le long de la côte, ils sont tous maintenant des cibles. Donald Trump a appelé l'OTAN à éliminer ces menaces dans le détroit beaucoup plus rapidement. Il a déclaré que l'Alliance doit aider ou elle fera face à un avenir sombre. Cependant, lorsque la demande de soutien naval des Alliés est restée sans réponse, Trump a appuyé sur le bouton avec ce geste historique. Cette vague de force destructrice, déclenchée par Trump, sert de rappel brutal au régime en déclin. Toute tentative de l'Iran fera face à une réponse bien plus grande et disproportionnellement destructrice de la part des États-Unis. Bientôt, nous expliquerons en détail comment l'infanterie d'élite américaine prévoit de s'emparer du cœur de l'économie iranienne sans tirer un seul coup de feu. Mais avant cela, plongeons au cœur même de cet immense cercle de feu qui attend l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui attend l'Iran dans les jours à venir, sir? Les groupes de frappe des porte-avions USS Gerald R. Ford et USS Abraham Lincoln, déjà stationnés dans la région, étaient en eux-mêmes des armées flottantes. Il est affirmé que l'USS George Bush, en tant que troisième porte-avions, est en cours de déploiement. Cependant, les décisions décisives prises dans les salles de guerre du Pentagone ont élevé l'opération Epic Fury à une phase bien plus stratégique et axée sur les résultats. Le vendredi 13 mars 2026, le commandement central des États-Unis a émis une demande supplémentaire concernant cette force navale massive. Wall Street a rapporté qu'une force opérationnelle amphibie massive partant du Japon avait été dirigée sur une route directe vers le Moyen-Orient. Au centre de cette flotte se trouve le navire d'assaut amphibie USS Tripoli, accompagné des navires de guerre USS New Orleans et USS San Diego. Sur les ponts en acier de ces navires se trouvent 2500 marines d'élite spécialement entraînées pour débarquer directement sur le rivage. Connue sous le nom de 31e Unité expéditionnaire des Marines, cette force spéciale s'est mise en route pour effectuer les opérations de débarquement amphibie les plus critiques au monde. Le seul objectif de cette flotte massive est de placer le détroit d'Ormuz, la bouée de sauvetage du commerce mondial de pétrole, sous un cordon de sécurité absolu. Comme nous le savons tous, la partie iranienne a pris des mesures très risquées dans ce détroit, par lequel passe 20% du pétrole mondial. Ces dernières semaines, le régime de Téhéran a mené des attaques asymétriques contre des pétroliers civils naviguant autour du détroit d'Ormuz. Depuis le début de la guerre, le 28 février, l'Iran a ciblé environ 20 navires commerciaux et pétroliers dans la région. De cette manière, ils ont perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette vague a repris de l'ampleur, notamment entre le 13 et le 16 mars. 5 autres navires, principalement des pétroliers massifs, ont été touchés. En raison des actions asymétriques de l'Iran, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a presque cessé. Les prix mondiaux du pétrole ont alors commencé à augmenter rapidement. Le régime de Téhéran tentait de perturber les approvisionnements énergétiques mondiaux en utilisant des drones kamikazes et des vedettes rapides. Cependant, la stratégie de Téhéran a maintenant atteint sa ligne rouge. Il n'y a plus seulement une force aérienne face au régime. Il y a des unités d'infanterie de marine d'élite capables de débarquer directement sur le terrain. Mais la marine américaine et le corps des marines ne sont pas les seules forces de dissuasion pour Téhéran. Trump a simultanément ordonné un déploiement bien plus stratégique et étendu dans les airs. Nous avons maintenant atteint le point où le rugissement de la puissance aérienne de cette alerte massive de blocus contre l'Iran est en plein essor. Dans le cadre de l'opération Epic Fury, les 3 bombardiers les plus stratégiques de l'US Air Force ont pris leur envol simultanément. Le B-52, le B-2 et le B-1. Ces bombardiers ont mené des opérations cruciales. Selon des données en source ouverte, il y a actuellement entre 28 et 32 bombardiers lourds massifs dans le ciel, avec leur trajectoire directement orientée vers l'Iran. Cela pourrait être la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une flotte de bombardiers aussi importante est observée. Cependant, ces avions ne font pas que voler. Ils sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, apparemment pour éliminer tous les cibles stratégiques de l'Iran. Ils ont mené des opérations très importantes depuis le premier jour. Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier jour, 4 bombardiers furtifs P-2 Spirit ont décollé de la base aérienne de Whiteman dans l'État du Missouri aux États-Unis.
Ces appareils avaient verrouillé leur cible sans être détectés par le radar. Maintenant, en raison de l'impact qu'ils ont créé, le nombre de ces avions a considérablement augmenté. Entre 12 et 15 avions supersoniques B.1B lancés ont décollé de la base RAF Fairford au Royaume-Uni et de la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Ces avions forment la force de frappe la plus rapide de la flotte. Ils sont accompagnés de 6 à 8 géants légendaires B-52H Stratofortress décollant de RAF Fairford et des bases de Minot et Barksdale aux États-Unis. En particulier, entre le 13 et le 16 mars, cette force et flotte aérienne massive ont ciblé les installations souterraines les plus profondes et les mieux fortifiées de l'Iran. Des avions B-2 Spirit ont neutralisé des installations nucléaires et des silos de missiles balistiques creusés dans les montagnes à Talagan, Fordo et Ispahan. Dans ces opérations, des bombes anti-bunker GBU-57 MOP de 30 000 livres ont été utilisées, capables de pénétrer des centaines de mètres de béton et de roches. Les ondes de choc créées sous terre ont rendu les installations souterraines iraniennes, valant plusieurs milliards de dollars, inopérantes en quelques secondes. La désactivation de ces installations ne signifie pas seulement une perte physique de munitions. Il paralyse également le système de commandement et de contrôle du pays. Le réseau de commandement et de contrôle des gardiens de la Révolution a été perturbé. Les troupes au sol ont en grande partie perdu la communication avec le quartier général. Sans coordination, les unités militaires iraniennes ne peuvent pas organiser une résistance contre la puissance aérienne américaine. En même temps, les bombardiers B-52 désactivent les systèmes de défense aérienne avec leurs missiles JSSM-Air, rendant ainsi la mer plus sûre pour les troupes terrestres qui approchent. Cependant, la présence dissuasive des États-Unis dans le ciel ne se limitait pas aux bombardiers massifs frappant depuis de hautes altitudes. L'administration de Washington a annoncé la transition de la guerre vers une phase hybride à la fois sur terre et en mer. Elle a également déployé des avions Hades Thunderbolt II pour faciliter cette transition. Ces avions lourdement blindés, surnommés Warthogs, sont devenus la force de frappe tactique la plus active de l'opération avec l'approbation officielle du CENTCOM. Décollant de la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, ces avions ont déjà effectué plus de 150 sorties avec le soutien de ravitailleurs. Contrairement aux B-2 ou B-52 qui peuvent pénétrer les montagnes, les Warthogs ont adopté une tactique différente. Les A-10 ont opéré à très basse altitude pour éliminer directement les menaces asymétriques au sol. En particulier, entre le 9 et le 16 mars, ils ont lancé une opération méticuleuse le long des côtes du détroit d'Ormuz et dans les champs de missiles du Sud. Les vedettes rapides de l'Iran, les essaims de drones kamikazes et les éléments de milices le long de la côte sud étaient les cibles principales de ces avions. Ils étaient équipés de canons JAO-8 de 30 mm, de missiles Maverick et APKWS. Avec ces armes, ils ont neutralisé les forces mobiles de l'Iran en mer. Les opérations de l'A-10 neutralisent tout élément capable de poser une menace asymétrique en mer avant même qu'ils ne quittent la côte. Ces avions opèrent aux côtés des F-35 et F-16 avancés. Ils sécurisent, pas à pas, les côtes où il y a une possibilité de débarquement amphibie. Jusqu'à présent, nous avons vu comment Washington a encerclé le Moyen-Orient à la fois par la mer et par les airs. Mais cet encerclement massif initié par les États-Unis ne semble pas se limiter à leur propre force militaire nationale, car il y a déjà une force navale européenne massive dans la région. Nous parlons d'une flotte massive opérant dans l'est de la Méditerranée. Ils deviennent plus forts chaque jour. Il y a actuellement plus de 15 navires de guerre massifs détachés de certaines des marines les plus puissantes d'Europe, stationnés entre les côtes de Crète, de Chypre et de Syrie. Menée par le porte-avions Charles de Gaulle, la France a effectivement formé un bouclier d'acier dans la région avec les frégates Chevalier Paul, Languedoc et Alsace. Cette force navale française massive de 10 navires est accompagnée de 2 navires d'assaut amphibies de classe Mistral entièrement équipés. La frégate Cristobal Colon d'Espagne, l'Evertsen des Pays-Bas, le Federico Martinengo d'Italie et le Kimon de Grèce font tous partie de cette coalition. Le Royaume-Uni, quant à lui, a déployé le destroyer de classe type 45 HMS Dragon en Méditerranée orientale, mettant en place la dernière pièce de ce réseau homogène. Nous faisons face à une très grande force navale multinationale, n'est-ce pas? La force amphibie américaine et cette flotte européenne en Méditerranée peuvent opérer en coordination. Ce dont ces forces sont capables va probablement profondément troubler tous les responsables du régime iranien.
Cette superpuissance combinée ne se contentera pas de patrouiller les mers, mais pourrait simultanément rendre inopérables toutes les installations militaires stratégiques de l'Iran sur Terre. Cette flotte conjointe est soutenue par des missiles Tomahawk et des chasseurs F-35. Cela pourrait neutraliser complètement les principales bases navales de l'Iran à Bandar Abbas et Chabahar en quelques secondes. Actuellement, les États-Unis ciblent agressivement ces régions depuis le début des affrontements. Ces opérations ont également été soutenues par des frappes israéliennes. En conséquence, les ports iraniens sont devenus effectivement inutilisables pour toute opération navale. Maintenant, avec cette alliance de superpuissances, le régime de Téhéran devra se tourner vers ses propres côtes. Cependant, il se peut qu'il ne trouve même pas un seul quai approprié pour qu'un navire de la marine iranienne puisse accoster. De plus, les stations radars côtières des gardiens de la Révolution, les batteries de défense aérienne et les rampes de lancement de drones critiques pourraient être complètement anéanties dans ce périmètre. Cette combinaison inégalée de forces est un scénario parfait conçu pour redessiner la carte géopolitique d'une région entière. Alors que tous ces plans sont méticuleusement exécutés sur le terrain, l'armée américaine a en fait déjà appuyé sur le bouton de cette opération critique qui amène les affrontements à leur phase finale. Dans la nuit du vendredi 13 mars 2026, l'île de Karg, connue comme le cœur de l'économie iranienne, est devenue la cible d'une opération sans précédent. Cependant, le point clé ici n'est pas l'intensité de l'attaque sur cette île. Ce qui importe vraiment, ce sont les énormes implications stratégiques créées par cette opération. Pendant ce bombardement délicat qui a duré plusieurs heures, plus de 90 cibles militaires critiques sur l'île ont été neutralisées en quelques secondes. Des dépôts de mines marines profondément cachés, des silos de missiles souterrains et des bases navales stratégiques appartenant aux gardiens de la Révolution ont été mis hors service. Le détail vraiment remarquable de cette opération résidait cependant dans la précision chirurgicale incroyable démontrée par les missiles américains. Dans cette intervention militaire massive, aucun dommage n'a été infligé aux terminaux pétroliers iraniens valant plusieurs milliards de dollars, aux énormes réservoirs de stockage ou aux pipelines. L'armée américaine a délibérément et méticuleusement choisi de protéger ses installations pétrolières massives sur l'île de Karg, car il pourrait y avoir un plan bien plus stratégique sur la table du Pentagone. Il est probable que ce plan sera exécuté à travers les installations pétrolières qui ont été laissées intactes. C'est précisément là que le véritable objectif des 3 navires d'assaut amphibies se dirigeant vers la région et des 2500 marines d'élite que nous avons mentionnés entrent en jeu. Cette section est très critique. Veuillez écouter attentivement, car pour la première fois, nous pourrions assister à une approche différente aux côtés des frappes aériennes visant l'Iran. La défense aérienne de l'île de Karg a été complètement neutralisée et sa garnison militaire a été dispersée. Dans cet état, l'île pourrait devenir une cible potentielle pour les marines d'élite. Cette île stratégique représente à elle seule 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Il est possible que cette zone soit contrôlée par un débarquement amphibie potentiel des marines. Les États-Unis visent à sécuriser physiquement l'infrastructure pétrolière. On pense que les marines prévoient de sécuriser ces installations sans tirer un seul coup de feu. Si ce scénario se réalisait, le nerf vital de l'économie iranienne pourrait tomber entièrement sous le contrôle des États-Unis. Le transfert direct des exportations de pétrole de Téhéran sous le contrôle de Washington signifierait que le régime est économiquement acculé. Étant donné tous ces mouvements coordonnés et stratégiques, il ne serait pas inexact de dire qu'en théorie, l'Iran a déjà perdu cette guerre. Oui, l'Iran possède encore des milliers de missiles balistiques et une flotte complète de drones, y compris des drones furtifs. Cependant, pour utiliser ces armes, des rampes de lancement, des camions et des terrains et bases adaptés sont nécessaires. Les États-Unis, quant à eux, affirment avoir déjà détruit tous ces sites d'attaque par des bombardements intensifs. En d'autres termes, le régime de Téhéran ne possède plus aucune force capable de projeter de la puissance en mer ou dans les airs. L'aspect le plus frappant de cette évaluation des coûts militaires réside cependant dans les actifs navals du régime. Selon les rapports de USNI News, 95% de la marine iranienne a été rendue inapte au combat depuis le début de l'opération. Elle a été complètement neutralisée. Entre 85 et 95 unités navales, y compris des patrouilleurs, des poseurs de mines et des frégates, ont été touchées ou gravement endommagées. Bandar Abbas, la plus grande base navale d'Iran, s'est littéralement transformée en cimetière de navires. Le porte-drone très vanté du régime, l'Iris Shahid Bagheri et le massif Iris Makran ont coulé dans ses eaux en quelques secondes. 4 navires de guerre de classe Soleimani, considérés comme l'épine dorsale de la marine iranienne, ont été complètement rayés de la carte lors d'opérations simultanées. 16 navires critiques chargés de miner le détroit d'Ormuz ont été mis hors service. En fait, un autre événement sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale s'est produit.
Un sous-marin iranien actif a été directement touché par une torpille et envoyé au fond de la mer. Paniqués par cette destruction sans précédent, certains navires de guerre iraniens ont cherché refuge en fuyant vers les eaux internationales. Cependant, leurs plans d'évasion ont échoué. Le navire de guerre Iris Dina, qui a tenté de fuir jusqu'aux eaux au large du Sri Lanka, a été coulé par une torpille. Ses 87 membres d'équipage ont été perdus dans les profondeurs de l'océan. D'autres navires, quant à eux, se sont réfugiés dans les ports indiens et sri-lankais. Ils se sont retrouvés dans une position qui équivalait effectivement à une déclaration de retrait de la guerre. Cette perte de puissance navale signifie que l'Iran s'est affaibli au point de ne même pas pouvoir défendre ses propres eaux territoriales. N'est-ce pas maintenant beaucoup plus clair pourquoi les États-Unis, l'Europe et même les pays asiatiques priorisent leur marine pour résoudre cette crise massive au Moyen-Orient? Pour le régime de Téhéran, qui ne possède plus un seul navire capable de lancer une attaque active, cette situation est plus qu'une simple perte. C'est un scénario d'effondrement. En d'autres termes, il est évident sous tous les aspects du terrain que les choses ne vont pas du tout bien pour l'Iran. Nous faisons face à une structure étatique dont la marine a été coulée et dont l'espace aérien a été saisi. Il semble presque impossible pour un tel régime de sortir victorieux d'une opération d'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël. En fait, malgré le stock de missiles et de drones de l'Iran, nous sommes bien conscients de la proximité de cette possibilité. Cette situation pousse l'effondrement moral au sein de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution à un point irréversible. Il est maintenant analytiquement impossible pour une armée sans aucune chance restante de monter une résistance organisée contre les technologies militaires les plus avancées du monde. En bref, la situation actuelle que nous observons nous dit en réalité tout. Les lignes de faille séculaires du Moyen-Orient ne se contentent pas de se fissurer. Une plaque géopolitique entière est en train d'être arrachée de ses fondations. Depuis plus de 4 décennies, l'Iran tente de remodeler la région par le biais de ses forces par procuration. Cependant, la revendication de dissuasion du régime de Téhéran a été complètement anéantie par les bombes anti-bunker des États-Unis. La doctrine de la guerre asymétrique est sur le point de s'effondrer face à la puissance de feu impitoyable des marines conventionnelles américaines et européennes. Cette opération militaire sans précédent ne secoue pas seulement le régime d'un seul pays. Ce plan réécrit l'équilibre mondial des pouvoirs de fond en comble. La supériorité absolue que les États-Unis ont établie en mer, dans les airs et sur terre envoie un message clair au monde entier sur la manière dont les guerres futures seront gagnées. Les frappes aériennes incessantes de l'administration Trump ces derniers jours ont déjà réduit de 90% les capacités de missiles et de drones de l'Iran. Elles ont été rendues inefficaces sur le terrain. Alors, à votre avis, combien de temps l'Iran peut-il encore supporter toute cette pression, la plateforme de forces militaires conjointes et les opérations aériennes et maritimes? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.